Putain, mais pourquoi un screamer? Mais il n'y a rien d'horrible. Là, la seule chose qui vient d'arriver à l'écran, c'est moi. Oh, le fils de p... Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Est-ce qu'on ne serait pas sur un renouvellement de l'horreur? Le cinéma, et l'art en général, a toujours fonctionné par période. La période des péplums, la période des westerns, la période des sagas pour adolescents, et évidemment la période des super-héros. Et le genre horrifique ne fait pas exception, avec les slashers en 90, dans les années 2000-2010, le torture porn, qui a mené à un retournement complet avec des films beaucoup plus grand public et plus basés sur l'épouvante, notamment grâce à Blumhouse. Période entraînant elle-même l'apparition de films se voulant plus intellectuels avec les Elevated Horror, et des représentants tels que Ari Aster ou Osgood Perkins. Si on considère que Osgood Perkins fait de l'intellectuel. Mais je sais pas, depuis 1 ou 2 ans, j'ai l'impression de voir l'arrivée de réalisateurs qui ont un peu digéré tous ces genres et qui ont plus tendance à les mélanger. Des films suffisamment grand public, mais qui vont aborder des thématiques un peu plus profondes et qui vont également proposer quelques scènes chocs. Et cet été a été un parfait exemple puisqu'on a enchaîné 3 de ces films, à savoir Substitution, Évanoui et Together. Maintenant, est-ce que la qualité est au rendez-vous? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a 3 films, donc je vous propose un petit top 3 allant de celui que j'ai le moins apprécié à celui que j'ai préféré. Et commençons avec le premier. Vu comment le film divise, je suis persuadé qu'une partie d'entre vous est absolument pas d'accord avec moi. Évanoui, ou Weapons dans sa version originale, on remarquera la qualité de la traduction, se passe dans une petite ville dans laquelle 17 enfants, tous de la même classe, ont mystérieusement disparu à 2h17. Et ils n'ont pas été enlevés, ils sont simplement partis d'eux-mêmes au beau milieu de la nuit. Et la première suspecte, du moins pour les parents, et leur professeur, une jeune femme arrivée fraîchement dans la ville. Des 3 films de la sélection, Weapons était sans doute celui que j'attendais le plus, déjà pour son pitch qui est bien mystérieux, mais aussi pour son réalisateur, Zach Cregger. Son précédent film, Barbarian, était sorti sur Disney+, et avait fait forte impression grâce à son scénario, disons, surprenant. Surprenant parce que ce qui ressemblait être un home invasion avec le clown de ça, prenait une tournure très différente par la suite. Je vous en dis pas plus, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est très sympa. Donc j'étais très curieux de voir s'il allait réussir à renouveler l'expérience, et en même temps j'avais un peu peur parce que vu que Barbarian était un film de petit malin qui avait été applaudi pour être un film de petit malin, je craignais qu'il veuille à nouveau faire son petit malin. Et selon moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais si on veut être honnête, pendant une bonne partie du film, j'ai franchement passé un très bon moment. Le film commence exactement comme cela nous est teasé dans la bande-annonce. Par une réunion à l'école, au cours de laquelle la professeure, jouée par Julia Gardner, va s'expliquer concernant la disparition des enfants, ou tout du moins sa non-explication, et va être prise à partie par les parents d'élèves, dont un joué par Josh Brolin. On va donc suivre le parcours de cette professeure qui essaye à la fois de gérer et le traumatisme d'avoir perdu ses élèves, sa volonté de connaître la vérité, de la découvrir, et aussi le harcèlement qu'elle subit. Et cette partie fonctionne très bien, on est directement embarqué par le récit, on a déjà le mystère qui est posé, il n'y a plus qu'à le suivre, et on a envie, comme Julia Gardner, de découvrir pourquoi ces enfants ont disparu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bien que cette professeure soit dans une situation qui implique de l'empathie, je la trouve pas très appréciable, ou tout du moins qui est montrée comme loin d'être parfaite. Elle a quand même un sale caractère et n'a pas la langue dans sa poche. Elle va aux alcooliques anonymes mais n'hésite pas à boire régulièrement, mais pire, pousse son compère qui est aussi aux alcooliques anonymes à boire. Et elle est tellement têtue qu'elle prend en permanence des décisions idiotes, comme du genre aller voir le seul gamin qui n'a pas été enlevé, quand bien même tout le monde lui dit que c'est une très mauvaise idée et que ça la rend encore plus suspecte. Je précise cela dit que je ne vois pas cela comme un défaut. Parfois avoir des personnages un peu détestables est intéressant. Et en l'occurrence ici, créer ce paradoxe entre on voudrait la soutenir pour cette situation et son comportement qui a tendance à agacer, ça je trouve ça intéressant. D'autant plus que ça alimente le sujet que la population a besoin forcément de trouver un coupable, quand bien même la police dit on sait que ça ne peut pas être elle et que rien ne peut l'accuser. Mais comme c'est la petite nouvelle un peu chiante, en vrai si ça pouvait être elle, c'est forcément elle. D'autant plus que Zach Cregger commence à distiller un peu les pièces de son puzzle géant que représente son scénario. Et là où c'est très bien joué, c'est qu'on a vraiment cette impression de dire ok, j'ai ces informations, qui répondent en partie à une question, mais qui en amènent 3 autres. Et du coup, notre envie de connaître les raisons et les conditions de cette disparition, elle ne fait que grandir. D'autant plus que Cregger est un vrai bon metteur en scène. Il sait installer une tension, parfois avec pas grand-chose. Et le fait que je parle de puzzle n'est pas anodin, puisque si on va passer, on va dire, les 30 premières minutes avec cette professeure jouée par Julia Gardner, au bout d'un moment, le récit switch de point de vue. Alors que rien ne le laissait présager dans les bandes annonces, la première grande surprise du film est qu'on ne va pas suivre un personnage, mais arrêter 5 ou 6. On va donc revivre les mêmes jours, mais sous des perspectives différentes. La professeure donc, le père joué par Josh Brolin, un flic, etc., etc. Je ne vais pas tout vous donner. Procédé génial, d'autant plus que la partie dédiée à Julia Gardner se termine sur un cliffhanger. Chaque version apportant autant son lot de réponses que des questions.
Et c'est là que ça commence à vriller. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on commence un peu à trouver le temps long. Et on ressent une certaine vacuité dans le dispositif. Est-ce qu'il y avait besoin d'autant de points de vue? Est-ce que ce point de vue-là porte suffisamment de réponses intéressantes pour qu'il y ait nécessité de l'avoir dans le film? Ben, c'est pas vraiment le cas. D'autant plus que le film continue de multiplier les effets et on finit par se demander à quel moment tout ça va former un tout cohérent. Je pense notamment à des séquences de rêve ou à des apparitions fantomatiques d'un certain personnage. Eh bien, spoiler, ça n'en forme pas. Lorsque le voile est levé, tout s'effondre. La disparition des gamins, l'agressivité de certains des citoyens, tout est expliqué de façon la plus bête et facile possible, avec une résolution tout aussi facile, stupide et déceptive. Et du coup, lorsque je repense à tout ce qui a été mis en place avant, la première question qui me vient, c'est c'était pourquoi faire? Tout ce dispositif, ces personnages qu'on suit, ces petites pièces de puzzle mises ça et là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi c'est là. Est-ce que pour un scénario aussi bateau, il y avait besoin de mettre un tel décorum? Et du coup, j'ai cette sensation que les éléments que je trouvais malins et intéressants dans les 2 premiers tiers du film, c'est juste de l'esbrouf de petits malins, un effet de récit pour cacher la bêtise du scénario. Et c'est en ça que le film divise d'ailleurs. Il y a ceux qui ont été absolument embarqués par la mise en scène tout le long du film et qui, lors de la révélation, disent oui, c'est déceptif, mais c'est pas grave, j'ai vécu un très bon moment tout le long. Et ceux qui, comme moi, déçus par cette révélation, le film va faire l'effet d'un immense soufflet qui s'effondre. C'est difficile d'expliquer à quel point je trouve cette histoire complètement idiote sans spoiler. Donc on va faire un petit passage spoiler, je vous préviens de suite. Petit passage spoiler, 3, 2, 1. L'histoire est simplement celle d'une vieille dame malade qui fait de la sorcellerie pour rester jeune. Et les enfants malades et les gens agressifs le sont simplement parce que elle a jeté un sort. C'est littéralement un ta gueule, c'est magique géant. Sans déconner, à ce stade-là, tu peux faire n'importe quel mystère le plus abracadabrantesque que tu veux et terminer par bah en fait c'était de la magie. Et le personnage de Gladys pour moi englobe absolument tous les défauts du film. J'en vois depuis quelques temps dire sur les réseaux sociaux à quel point ils adorent ce personnage. Je le déteste tellement il est naze. Au-delà du fait que ses motivations sont bateaux, elle est absolument pas caractérisée. Pourquoi s'en prendre à sa nièce et à son mari? Pourquoi avoir été chez eux de premier abord? Pourquoi ne pas avoir lancé ses sorts bien avant quand elle était encore valide? Puisque dans le film, lorsqu'on la découvre vraiment, elle est extrêmement malade. Sans compter qu'elle fait des efforts surhumains pour rester discrète, mais va d'un seul coup enlever 17 enfants en une fois. Pourquoi 17? Pourquoi pas un seul? Et pourquoi un enfant alors qu'on sait qu'on va le chercher et pas un random? Et je ne parle même pas de son design et du jeu de Amy Madigan, qui est complètement hors propos avec le reste du film. On a quelque chose qui se veut très sombre et elle a un côté beaucoup plus clownesque. Je sens bien qu'il y a une volonté d'apporter ce côté décalé et d'autant plus avec la fin qui tourne au cartoon, mais je trouve que ça manque d'équilibre. Mais même la magie, je comprends absolument pas comment ça fonctionne. Le seul rituel qui nous est montré est celui du rosier noir, celui où elle va mettre autour d'une branche des cheveux et un objet appartenant à sa future victime. Et lorsqu'elle le casse, la personne contrôlée va aller tuer la personne ciblée. Où est le vol de vie pour retrouver la jeunesse du coup? Et puis même, elle a la capacité de contrôler les personnes au point que les gens ne voient même pas qu'elle les a zombifiés. Je rappelle qu'elle va à la banque avec le mari de sa nièce et que la police va fouiller sa maison. Et pourtant, lorsque la professeure s'intéresse à sa maison, son premier réflexe est de contrôler le directeur de l'école pour l'envoyer la tuer en mode berserk. Pourquoi? D'autant plus qu'il y a une séquence où Jerry Garner dort devant la maison. Pourquoi ne pas avoir pris des cheveux à elle pour la contrôler? Tout ça n'a aucun sens et est uniquement motivé par la structure du scénario pour le créer façon poupée gigogne avec ses mystères. Mais lorsque tu remets l'image dans sa totalité, ça ne veut plus rien dire. Et je ne parle même pas du climax dans lequel Julia Garner et Josh Brolin ne servent strictement à rien. Ils sont là, ils sont dans la maison, mais dans les faits, le gamin aurait agi seul, il aurait fait exactement les mêmes actions et ça se serait terminé pareil. Donc pourquoi on suit ces personnages en premier lieu? Alors il est possible que je sois passé à côté du message du film. Certains y voient une métaphore des fusillades dans les écoles. Et honnêtement, il y a quelques points qui collent. La disparition des enfants, la présence d'un fusil automatique, ceux qui savent savent. Le souci c'est qu'il y a tout le reste et je vois pas comment tout colle. Et surtout on en revient à un truc très personnel. Ton scénario c'est le niveau 0, tes différentes thématiques ce sont les autres niveaux de lecture. Si ta base est branlante et ne tient pas, je me fiche de tes thématiques au-dessus. Tu bases ton argumentaire sur quelque chose qui de base est mal foutu. Et du coup, je reste en dehors. Malgré tout, Weapon, c'est pas un film que je vous déconseille. C'est peut-être bizarrement celui des 3 que je vous conseillerais le plus. Il est sans aucun doute le plus didactique et le plus fun. Mais sachez dans quoi vous embarquez. Si pour vous, le voyage est plus important que la destination, je pense que vous passerez un bon moment. Mais si plutôt comme moi, vous préférez la révélation et le scénario,
là vous risquez de passer un mauvais moment. Bon, sur celui-là, il devrait y avoir moins de choses à dire. Together raconte l'histoire de Tim et Emily, un couple qui vit le parfait amour, enfin pas vraiment, qui déménage dans une maison dans un trou paumé. Et après avoir bu une eau pas très pure, voilà que se produit un étrange phénomène dans lequel leur corps commence à fusionner. Je crois que tout le monde a compris la métaphore du couple qui peut plus se voir mais reste malgré tout collé l'un à l'autre. Parce que là, contrairement à Évanoui, aucun détour, le film va être assez direct dans ce qu'il a à dire. Au début du film, on retrouve notre couple au cours d'une soirée avec leurs amis pour fêter leur départ. Millie va alors faire la réflexion à Tim que tout le monde les trouve trop mignons parce qu'ils ont leurs vêtements assortis. Et de suite, Tim va changer de vêtements. En une scène, tout est posé. Le reste de la soirée permettra d'en apprendre plus sur eux. Tim est sur la fin de la trentaine et a toujours rêvé de faire de la musique, mais n'a jamais percé. De son côté, Emily est une enseignante qui va se rendre dans une plus petite école parce que cela lui permettra d'être plus proche de ses élèves. C'est la raison de leur déménagement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que leur relation n'est pas dépeinte de façon manichéenne. Ils ont leurs divergences, mais s'aiment. Mais ces divergences fait qu'ils en ont marre l'un de l'autre et qu'ils voudraient se séparer. Et pourtant, quand ils arrivent à se retrouver sur certains points, on voit qu'il y a de l'amour. On n'a pas cette sensation qu'ils sont en fin de relation, juste qu'ils sont dans une remise en question de cette relation. Du coup, pratique que leurs corps ne puissent plus se passer l'un de l'autre. En effet, cette ambivalence va être approfondie par le fait que, au cours du film, dès lors qu'ils vont se toucher, leurs peaux vont se coller l'une à l'autre. Et du coup, on a cette idée que plus ils sont collés l'un à l'autre, au sens littéral, moins ils peuvent se voir, plus ils ont envie de s'éloigner, et plus ils reviennent violemment l'un vers l'autre. Est-ce que ça les mènera à leur destruction ou à un certain équilibre? Je vous laisse voir le film pour le découvrir. Et cette thématique est d'autant plus accentuée que Dave Franco et Alison Brie, les deux acteurs principaux, sont eux-mêmes mariés dans la vraie vie. Ils sont même à la production, donc il y a fort à parier qu'ils ont participé au projet. Et encore une fois, il n'y a pas plus de choses à dire sur Together. C'est un film qui est simple. Le premier film de Michael Shanks d'ailleurs, qui n'avait fait que des courts-métrages jusque-là. Carré, propre, peut-être trop propre à mon goût. Parce qu'autant je trouve la thématique bien traitée, autant je trouve que la mise en scène est correcte, c'est la moins bonne des trois. Autant d'un point de vue de scène choc, je reste vachement sur ma faim. Le film est un body horror, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène des transformations du corps. Le maître du genre étant bien sûr David Cronenberg, mais aussi on peut citer The Thing de John Carpenter. Et du coup, ça peut mener à des scènes assez violentes, assez gore. Et étant donné que Together parle de corps qui fusionnent et de corps qui veulent se séparer, je m'attendais à un peu de sang. Malheureusement, pour moi, le film reste beaucoup trop soft. Le double souci, c'est que le film va à tout prix éviter le gore. Par exemple, la séquence introduite dans la bande-annonce impliquant un couteau électrique, eh bien, elle sera coupée au tout début de l'action. Et pour le reste, on aura droit à des effets numériques, certes propres, mais qui s'assureront de ne jamais déborder trop dans la violence. La scène faisant le plus mal étant sans doute une scène de sexe, mais là encore, il y avait tellement moyen d'aller beaucoup plus loin. Cela dit, si vous êtes du genre un peu trouillard et que vous n'avez pas l'habitude du body horror, c'est totalement un film que je pourrais recommander. Ça peut être une très bonne première marche dans ce genre. J'en profite pour dire, si vous n'êtes pas au courant, que j'ai fait une super liste sur Letterboxd pour vous ouvrir à l'horreur. Je vous mets le lien en description. Et enfin, dernier petit défaut, si le film aurait pu se contenter d'être une métaphore, il a voulu donner une explication aux raisons de la fusion de ces corps. Il aurait pu s'en passer. C'est franchement pas intéressant. Together, c'est pas un mauvais film. Encore une fois, c'est un film qui est extrêmement carré dans tout ce qu'il fait. Et c'est à la fois sa qualité et son défaut. C'est un film clairement que je peux conseiller aux non-initiés de l'horreur ou aux gens qui ont l'habitude d'un style plus grand public. Et pour les aficionados de l'horreur comme moi, vous passerez pas un mauvais moment, mais ce sera juste une petite soirée pépère. Et la médaille d'or est attribuée à Substitution ou Bring Her Back en version originale. Encore une fois, bravo les traducteurs. Après avoir perdu leur père qu'ils ont découvert mort sous la douche, un frère et une sœur, elle aveugle et lui ancien enfant difficile, sont placés dans une famille d'accueil. Famille d'accueil composée d'une femme aussi excentrique que sympathique, du moins en apparence, et d'un autre garçon dont elle s'occupe, mutique et assez étrange. Il y a la possibilité que vous connaissiez déjà les réalisateurs de Substitution. Déjà parce qu'il y a 2-3 ans, ils étaient à l'origine d'un petit phénomène, La Main, film qui m'avait laissé indifférent. Mais aussi pour leur parcours atypique, puisque les frères ont démarré sur YouTube avec une chaîne d'horreur nommée Raka Raka, notamment avec un Ronald McDonald complètement timbré. Et si, comme je disais, j'avais eu quelques réserves sur La Main, force est de constater qu'ils ont vraiment step up avec ce film. Je trouve déjà Substitution vraiment très beau. En termes de construction de cadre, ces longs plans qui prennent vraiment leur temps. Même en termes de mouvement de caméra, je pense notamment à une séquence où Sally Hawking, qui joue la mère d'accueil, va à plusieurs reprises faire un immense cercle sur une vitre et que la caméra va suivre la main en permanence. Il y a un côté assez hypnotisant dans l'ensemble. Si je voulais jouer un peu les casse-pieds, je dirais que les frères Philippou appliquent à la lettre le manuel du bon petit Elevated Horror, mais quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Attention parce que ce côté un peu lent et volonté vraiment d'instiller une atmosphère assez pesante peut potentiellement provoquer un peu d'ennui chez certains. Substitution, c'est vraiment un slow burner. C'est un film qui va vraiment vouloir faire monter lentement la pression. On va démarrer avec ces adolescents qui vont débarquer dans leur famille d'accueil et avec cette femme qui est en apparence extrêmement joyeuse, un peu trop démonstrative d'ailleurs,
et qui va avoir ces petits détails qui dérangent, mais en même temps on se dit juste elle est excentrique. Petits détails qui se multiplient, deviennent de plus en plus présents et deviennent de plus en plus dérangeants. Sans compter que le film ne cache jamais vraiment ses mauvaises intentions. Le spectateur sait dès le départ que Sally Hawkins est là pour nuire à ses adolescents, ou du moins à l'aîné. Et donc ça fait qu'on a une position où on en sait beaucoup plus que les victimes du film. Notamment tous ces stratagèmes assez pervers, du genre, je sais pas, uriner dans un bol pour ensuite aller le verser sur le pantalon du gamin et lui faire croire que c'est lui qui pisse au lit. Mais justement, en savoir un peu plus, ça fait qu'on en sait peut-être un peu trop, et c'est là que certains peuvent y voir de l'ennui, parce qu'on sait précisément vers quoi le film se dirige. D'autant plus qu'il n'est pas très subtil pour instaurer sa mythologie avec l'utilisation de cassettes vidéo. Mais ce rythme-là, voire hypnotisant, a surtout un but, puisqu'il est là pour endormir vos craintes. Parce que s'il y a une vraie qualité dans La Main qui a été reprise en substitution, c'est bien la rupture de ton. Le film ne fait pas souvent mal, mais quand il fait mal, il fait très mal. Le film est très chiche en scène graphique, mais je peux vous dire qu'elles sont d'une violence à tel point que ça lui a valu une interdiction de moins de 16 ans. À perso, j'ai eu mal aux dents au cours du film. Mais Substitution, ce n'est pas seulement une excellente mise en scène et des scènes chocs, c'est aussi une histoire de deuil. Certes, le deuil de ces adolescents qui ont perdu leur père, mais aussi le deuil du personnage de Sally Hawkins qui a perdu sa fille. Et le film va traiter d'à quel point la perte d'un proche peut faire des ravages et jusqu'à quelles extrémités il peut nous pousser. Et je suis vraiment impressionné de voir à quel point les Philippou traitent cette thématique avec énormément de douceur. Ça paraît étonnant dans un film qui se veut tendu et parfois extrêmement violent, mais on sent qu'il y a une réelle volonté de subtilité. Déjà parce qu'on a trois personnages qui vivent le deuil de façon très différente, mais aussi dans leur interaction à comment ils vont aider les autres à faire leur deuil. Et là où ils sont tellement forts, c'est que le personnage de Sally Hawkins, qui de base est pourtant terrifiant et sur le papier devrait être détestable, elle est de loin la plus touchante. Malgré les horreurs qu'elle va perpétuer tout au long du film, à la fin, j'ai vraiment de la peine pour elle. Certes, on peut remercier l'écriture qui est très bonne, mais il faut vraiment féliciter Sally Hawkins qui offre une performance absolument folle. Et c'est pas la seule, tout le casting est absolument excellent. L'acteur qui joue le gamin mutique, il est terrifiant. Substitution, c'est pas seulement un film d'horreur, c'est une belle histoire. Belle histoire. Ça traite de sujets sensibles mais avec beaucoup de profondeur et de subtilité. La direction d'acteur et la mise en scène sont aux petits oignons. Vraiment des trois, c'est de loin le meilleur. Maintenant, j'espère juste que les frères Philippou vont être un peu moins scolaires et vachement plus se lâcher dans leur prochain projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a quand même du bon dans l'horreur cet été. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Dites-moi si vous avez vu un de ces films, dites-moi quel est votre classement à vous. On se retrouve très vite pour de prochaines critiques et j'ai d'ailleurs commencé l'écriture pour une première grosse vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye!